Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Bruno Tremblay dans nos locaux pour un webinaire avec qui je co-supervise un étudiant, Hugo Rochon, qui travaille principalement sur l'impact de la résolution des conditions océaniques provenant des GCM lorsqu'on fait des projections climatiques avec le modèle régional. Bruno est professeur au département des sciences atmosphériques et océaniques de l'Université McGill. Ses travaux portent sur le changement climatique dans l'Arctique, en particulier sur l'évolution de la glace de mer dans un climat en réchauffement. Il s'intéresse au lien entre la glace de mer, l'océan et l'atmosphère en combinant la modélisation numérique, l'analyse de modèles climatiques et de données satellitaires, ainsi que des observations de terrain. Il est à l'origine du programme canadien de bouée arctique, développé avec le soutien de Fearing Pharmaceutical et plus récemment de communauté nordique afin d'améliorer le suivi des conditions de glace et la sécurité de transport sur la glace. Ces recherches sont financées notamment par le World Wide Fund, Uranus, l'Agence spatiale canadienne, Environnement et Changement climatique Canada et le CRSNG. Ces travaux récents sur le déclin rapide de la glace de mer estivale et sur la dernière zone de glace, Glass Age Area, ont contribué aux discussions scientifiques et publiques sur les impacts du changement climatique dans l'Arctique, au Canada comme à l'international. Et je crois que c'est le sujet de la présentation. Bruno? Enchaîne pas. OK. Oui, bonjour. Ouais, bien content d'être ici. Donc, on m'a demandé de faire une présentation sur les changements arctiques, les changements de climat en Arctique. Je vais commencer un petit peu avec les changements qu'on a observés dans les dernières décennies. Après ça, je vais continuer avec. Juste par ici. Donc, devant ça ici. Après ça, je vais continuer un peu avec les projections climatiques. Donc, quel sera le climat en Arctique, notamment l'étendue des glaces dans le futur. Puis à la fin, on va regarder un peu c'est quoi les conséquences des changements qu'on observe là, en Arctique en ce moment. Si vous avez des questions, hein, vous m'arrêtez, puis on peut rendre la présentation le plus interactive. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai quelques animations. Il a fallu que je transfère ma présentation ici sur le site, donc peut-être qu'elles ne fonctionneront pas. Vous m'excuserez si c'est le cas. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire ça ici, mais ça, c'est la vision du monde là, comme on la voit normalement. Là, mais pour la prochaine heure, on va regarder un peu le monde du pôle Nord, juste pour s'orienter, parce que je vais faire référence à ces termes-là. Svalbard, Groenland, l'archipel arctique canadien, ici, l'Eurasie, la Sibérie, puis le nord de l'Europe ici. Le détroit ici, entre Svalbard et Groenland, on l'appelle Fram Strait, le détroit de Fram. Puis celui-là ici, c'est le détroit de Bering. Okay, donc, je vais y faire référence à quelques reprises durant la présentation. Je vais voir ici. Okay. OK, super. Bon, donc ça, c'est une animation, juste pour se mettre dans l'ambiance, dans l'atmosphère. C'est une animation, c'est Passive Microwave, donc c'est des données satellitaires. Ici, là, pour s'orienter, la Norvège, le Groenland, puis ici, on voit l'Arctique. Donc, on voit que l'Arctique est assez dynamique. Hein. Lorsqu'on fait du terrain en Arctique, on a l'impression qu'on est vraiment sur la Terre, mais c'est un système qui est très dynamique. Les forces des vents sur la glace sont faibles, mais intégrées sur des milliers de kilomètres. Ça devient des forces qui sont assez substantielles, qui brisent la glace et la tient en mouvement constant. Vous allez pouvoir voir ici hein, les écoulements glaciers dans le détroit de Nares. Donc, ici, dans le détroit de Fram. Ça ici, juste pour s'orienter, c'est 2007. Donc, ça, c'est la première année, je dirais, d'un nouvel Arctique. Avant, les conditions de glace en Arctique étaient comme suit. Un petit peu, je vais vous montrer. Les conditions de glace en Arctique moyennes sont montrées ici en rouge. Donc, auparavant, la glace en Arctique elle était pérenne, puis la couverture de glace en Arctique, c'était une couverture de glace pérenne et qui couvrait pas mal tout le bassin, sauf les régions périphériques ici, là, dans les mers périphériques. En 2007, ça a été vraiment là, un choc. Toute la partie ouest de l'océan Arctique était libre de glace. Les températures de surface des eaux, 6-7 degrés. Ça, c'est une région qui n'aurait pas vu l'atmosphère depuis probablement 6000 ans là, dans le climatic optimum. Donc, en fin de compte, c'est vraiment des changements là, qui sont qu'on pensait qu'ils arriveraient dans 10, 20, 30, 40 ans. En 2006, juste avant que ça arrive, mais en fin de compte, qui arrive beaucoup plus tôt que prévu. Mais ça, c'est pareil tout seul. Bon, c'était un peu comme le Perfect Storm là, ici. Durant cet été-là, il y avait un système de haute pression qui était quasi permanent dans cette région-là ici. Ça veut dire que le ciel était bleu, l'ensoleillement était très fort.
OK? Puis, autour de ce système de haute pression-là, OK, les vents poussaient les glaces du côté Pacifique vers le détroit de Fram. Donc, il y avait des vents qui poussaient les glaces vers le détroit de Fram, qui est la seule porte de sortie là, des glaces en Arctique. Soleil, OK, donc beaucoup d'ensoleillement. Donc, en fin de compte, c'est un peu qu'est-ce qui a créé là, ces conditions-là pour avoir une perte de glace aussi intense. Tout ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu un préconditionnement, hein. Donc, les mêmes conditions de vent, hein, seraient arrivées peut-être 30 ans plus tôt, on n'aurait absolument rien vu. Euh, Ça faisait 10, 20, 30, 40 ans où est-ce que l'épaisseur des glaces diminuait. Donc, lorsqu'il y a une couverture de glace qui est beaucoup plus mince, donc elle est beaucoup plus réactive là, au changement de forcing. Donc, en fin de compte, après ça, il arrive la variété naturelle. Puis, en fin de compte, c'est ça qui cause les déclins rapides de glace de mer en Arctique. Donc, juste pour vous orienter un peu, donc en Arctique, il y a un système de haute pression là, qui est quasi permanent, là, surtout en hiver. Donc, les vents ici en Arctique, ils sont anticycloniques. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle la gire de Beaufort. Puis ici, ben, c'est l'extension hein, du système de basse pression là, au-dessus de l'Islande. Donc, les systèmes de basse pression montent le long de la côte est. Autour d'un système de basse pression, les vents sont cycloniques. Donc, on s'imagine ici que ça ici, c'est un peu les tempêtes qui montent haut en Arctique de l'Est, donc ils vont se trouver à pousser les glaces vers le détroit de Fram. Ça ici, c'est ce qu'on appelle là, le transport drift ou le courant de dérive transpolaire. Donc, on voit un peu la forme ici là, de l'ouverture des glaces, hein. Ici, on voit l'advection des glaces. Donc, ici, ça monte un petit peu plus vers l'ouest. Ici, on voit les courants qui descendent vers le sud. Puis, on voit aussi, donc, il y a un peu là, une imprint là, sur la couverture de glace de cette circulation-là. OK, je vais peut-être faire un parallèle aussi un peu avec l'Antarctique, parce qu'en Antarctique, hein, pendant longtemps, les glaces même prenaient un peu d'expansion. Mais plus récemment, il y a vraiment eu là, des grands changements. Donc, quand j'ai l'occasion, je vais peut-être faire un parallèle avec ce qui se passe en Antarctique, juste pour ça va nous aider à mieux comprendre aussi ce qui se passe en Arctique, je crois. Donc, juste pour se mettre ici, c'est l'Antarctique à droite, ici, c'est l'océan Arctique. Donc, en Arctique, hein, c'est un bassin qui est entouré de terre. OK? Donc, la glace, là, c'est la glace de mer. Elle doit avoir entre 1 et 6 mètres d'épaisseur. En Antarctique, plutôt l'océan du Sud avec un continent qui est à l'intérieur, hein, donc, c'est un continent qui est entouré d'océans. Donc, la géométrie est vraiment différente. Ça fait vraiment une différence là, en termes de déclin de glace. Pourquoi il y a des déclins de glace en Arctique puis il n'y en a pas en Antarctique? En grande partie, la géométrie comme ça là, va jouer un rôle, puis on va le voir dans la prochaine slide ici. Donc, la couverture de glace en Arctique, elle est pérenne. OK, on a vu les conditions de glace sur les satellites juste sur la slide d'avant. En Antarctique, c'est déjà saisonnier. Donc, en Antarctique, en été, il n'y a presque pas de glace. Donc, quand les gens vous parlent des changements en Antarctique qui diffèrent de ceux en Arctique, on compare vraiment des pommes et des oranges, hein. C'est qu'en Antarctique, on compare l'étendue maximum des glaces, parce qu'en été, il n'y a pas de glace. Tandis qu'en Arctique, on parle souvent de l'étendue minimum des glaces, donc à la fin de la période de fonte. OK, donc enfin, on parle vraiment de deux choses différentes, mais souvent les gens en parlent un peu comme si c'était la même chose. Donc, c'est important de noter que c'est une couverture de glace saisonnière ici. Euh, Ici, c'est très stratifié. OK? Ici, ça l'est très peu. Pourquoi c'est si stratifié en Arctique? Ben, les bassins versants de l'océan Arctique, ils se rendent jusqu'aux Himalayas ici, du côté eurasien. Donc, ça veut dire que il reçoit 10% des précipitations en termes de runoff, puis c'est seulement 1% en volume du volume global des océans. Donc, ça reçoit 10 fois plus que ce que ça devrait recevoir en termes de précipitations. Donc, la couche de surface est extrêmement stratifiée. Puis on a besoin de ça pour former de la glace sur un océan libre parce qu'on ne peut pas refroidir jusqu'au point de congélation à 4 km de glace, d'eau. On refroidit juste la couche de surface. Une fois qu'elle est au point de congélation, ben, là, on peut commencer à former de la glace. Donc la stratification, ça joue un rôle important ici. Bon, en Arctique, il y a des gens qui y habitent. Là, les points rouges, ça montre juste certaines communautés là, en Arctique. En Antarctique, il y a des bases scientifiques, mais sinon, c'est pas habité. Bon, ça, je le dis parce que des fois, il y a des gens qui sont encore mélangés, là, mais les eaux polaires sont dans le nord, puis les pingouins sont dans le sud. Bon, puis ça ici, c'est lié aussi avec la présence des continents. Donc, le fait qu'il y ait des continents, ici, il n'y a pas de continent, donc il y a des vents qui poussent de l'ouest vers l'est.
Il y a un courant ici, hein, très fort, qui est l'Antarctic Circumpolar Current. Là, c'est le courant de dérive circumpolaire antarctique, j'ai l'impression qu'on l'appelle comme ça. Donc, ça, c'est un courant extrêmement fort, mais la circulation est zonale. Ça veut dire que ça, c'est comme un peu un isolant entre l'énergie, hein, des océans qui sont plus au sud, plus vers l'équateur, et l'océan du sud. Donc, ce courant-là, en fin de compte, il se trouve à isoler l'Antarctique de ce qui se passe là, plus près de l'équateur. En Arctique, à cause des continents, ben là, l'océan n'a pas le choix. Elle développe une composante méridionale. Donc, l'extension du Gulf Stream ici, dans le North Atlantic Drift, monte en Arctique. Il y a une partie du courant qui suit la topographie, qui rentre en Arctique, là, juste ici à l'ouest de Svalbard. Puis des fois, il y a une partie aussi qui monte sur le plateau continental. Ce n'est pas très naturel pour un océan de faire ça, parce que l'océan, elle veut conserver sa vorticité potentielle, hein, donc elle veut suivre un contour de F sur H. Mais F, le paramètre de Coriolis, c'est une constante, donc en fin de compte, ça suit la topographie. Donc lorsqu'on regarde une carte de topographie en Arctique, on regarde en gros les courants qui suivent la topographie. Mais s'il y a du forcing, dans ce coin-là, il y a beaucoup de tempêtes, donc il y a moyen hein, que les eaux grimpent hein, sur le plateau continental. Puis, en fin de compte, c'est important parce que ça, c'est juste environ 100 mètres d'eau. Même chose ici de ce côté-là. Donc là, il y a un lien direct entre l'océan et la glace. Tandis que ce courant-là ici qui arrive en Arctique, c'est un courant beaucoup plus salé. Il arrive en Arctique, il voit des eaux très stratifiées, plonge à environ 300 mètres, 400 mètres. Donc, en fin de compte, les échanges dans la verticale, quand c'est très stratifié, sont faibles. Donc, en fin de compte, ce qui est important dans tout ça, c'est là où il y a un contact direct entre les courants océaniques et la glace de mer. Donc, on voit que les déclins rapides en Arctique, ça se passe beaucoup, interaction océan-glace, puis ça se passe beaucoup aussi sur le plateau continental. En Antarctique, il y a pas de continent qui borde l'étendue vers l'équateur, mais en principe, il y a un continent qui est invisible. Ce courant-là ici, c'est un peu comme c'est un peu comme une frontière parce que c'est un courant très fort. Puis il y a un transport d'Ekman, hein, transport d'Ekman dans l'hémisphère sud, 90 degrés vers la gauche. Donc on s'imagine ici, transport d'Ekman très fort. Un petit peu vers l'équateur, c'est plus faible. Donc il y a une convergence de ce transport d'Ekman-là. Donc, on pousse les eaux, puis c'est là qu'on forme des eaux intermédiaires dans les bassins Pacifique et Atlantique. Puis de l'autre côté, ben, il y a un transport d'Ekman très fort, puis de l'autre côté plus faible, donc il y a une divergence d'Ekman. Donc, c'est un peu comme on aspire des eaux. Qu'est-ce qu'on fait si on aspire les eaux de profondeur vers la surface? Ces eaux-là sont plus chaudes. Donc, c'est comme une barrière thermique, en fin de compte. Donc, en fin de compte, l'étendue maximale des glaces en Arctique, ce n'est pas un continent qui la fixe, c'est la location de ce courant-là, en fin de compte. Puis ce courant-là, ben, il est influencé par si le CO2 augmente dans l'atmosphère, bon, ben, ce courant-là, les vents maximaux vont être plus vers l'équateur. Si l'ozone diminue en concentration, ça va pousser les vents maximum et le courant vers le sud. Donc, il y a un million de facteurs là, qui influencent la présence de l'endroit précis là, de ce courant. Et donc, vous pouvez voir ça un peu comme une barrière thermique, OK, mais qui peut fluctuer dans le temps, qui est fonction un peu de plein de paramètres. Donc, le déclin en Arctique, well underway, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on l'observe et qu'il est significatif. Ici, juste récemment, on commence à avoir des déclins assez importants, mais jusqu'à quelques années, là, il n'y a absolument rien qu'on pourrait observer. Okay. Bon, je vais vous parler un peu ici du climat moyen. Donc, ça ici, c'est les épaisseurs de glace en Arctique. Donc, ça, c'est des images satellitaires, c'est des altimètres. Donc, on mesure, en fin de compte, le niveau de la surface de la mer, le niveau des glaces. Puis, on sait que les glaces, bon, ils flottent, puis ils sont peut-être, il y a peut-être 10 de la glace qui est au-dessus du niveau de la mer, puis 90 en dessous. Donc, si on regarde cette différence-là d'épaisseur, on arrive à dire c'est quoi les épaisseurs de glace. Donc, on voit ici, les glaces épaisses au nord de l'archipel canadien, plus minces en bordure. Puis, on le comprend bien, hein, il y avait notre gire de Beaufort ici, il y avait notre courant de dérive transpolaire ici. Donc, les vents dans cette région-là poussent du continent eurasien vers le continent canadien. Donc, c'est pour ça que les glaces sont minces ici. C'est pour ça qu'elles sont plus épaisses, parce que les glaces sont poussées contre le continent. Ils se forment des crêtes de pression. Après ça, ces crêtes-là de pression sont affectées par la gire de Beaufort, puis elles souhaitent envahir, en fait, toute l'Arctique. C'est pour ça que dans le temps, en 80-90,
Tout l'Arctique était couvert de glace parce qu'elle était couverte de glace de 3, 4, 5 mètres qui était formée juste ici au nord du Canada, puis qui envahissait un peu tout le bassin. Donc, c'est un peu pour ça que les conditions de glace étaient comme ça que j'ai montré là, sur ma première slide, où est-ce que l'Arctique, en été, était complètement couvert de glace. C'est juste la périphérie des glaces de première année qui fondaient à chaque année. Mais on va voir que maintenant, on a une image qui est vraiment différente. On voit qu'ici, c'est beaucoup plus mince. Avant, c'était beaucoup plus épais. Les satellites ici, ça, c'est 2011. Donc, ça, c'est des images assez récentes. Avant, les glaces étaient beaucoup plus épaisses, puis sur une beaucoup plus grande superficie. Donc, c'est ce que je disais tantôt, là, hein, c'est sur les points de dérive de la glace. Hein, donc, c'est de haute pression, de basse pression, de Groenland, puis le Svalbard. Donc, on voit ici la dérive des glaces vers l'Eurasie, vers le continent nord-américain. OK, so pourquoi on a de la glace pérenne en Arctique et non en Antarctique? Ici, c'est une carte qui montre les salinités de surface observées. Donc, en rouge, ici, hein, très salé. En bleu, ici, très peu salé, jusqu'à 25 PSU. Tandis que les eaux atlantiques, ici, sont autour de 33, 34 PSU. Donc, il y a vraiment une grande différence de salinité. Donc, ici, il y a un plateau continental qui est énorme, d'avoir 5, 6, 700 km de large. Okay, les eaux sont très, très, très peu salées. Donc, lorsque l'automne arrive, bon, qu'est-ce qui arrive? On commence à former de la glace. En formant la glace, on rejette le sel derrière. En rejetant le sel, l'humidité augmente. Il vient un temps où est-ce qu'elles augmentent assez pour devenir, elles vont comme couler le long du plateau continental, puis ils vont aller trouver leur niveau d'équilibre en Arctique sous la couche de surface, OK, mais au-dessus des eaux atlantiques. Donc, les eaux qui sont sous la couche de surface en Arctique, ils ont été formées le long du plateau continental. Puis ça, c'est crucial parce que ces eaux-là, OK, ils sont au point de congélation parce qu'ils viennent du plateau continental, là où on a formé de la glace. OK? Donc, ça veut dire qu'en Arctique, dans le bassin principal ici, lorsqu'on forme de la glace, on fait la même chose. Hein? On forme la glace, on rejette le sel. On rejette le sel, on fait il y a de la convection. Convection, on fait mélange. On amène des eaux sous la couche limite en surface, mais ces eaux-là ont été formées sur le plateau continental et sont aussi au point de congélation. Donc, en fin de compte, il n'y a aucun flux de chaleur implicite associé à la formation de glace, du rejet de sel et de la convection de surface. En Antarctique, on n'a pas la même situation du tout, puis on va le voir ici. C'est la raison pour laquelle on a une couverture de glace pérenne en Arctique. C'est simplement à cause du large plateau continental eurasien, puis le fait que les eaux soient si peu salées à l'automne, dans ce point-là. Donc, ce que je viens de vous montrer, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu ça, c'est qu'on forme de la glace, on rejette le sel, ces eaux-là coulent le long du plateau continental, ne sont pas assez lourdes pour descendre jusqu'en bas. Sauf dans certaines polynies, OK, où est-ce qu'il y a constamment du rejet de sel, on va arriver à former des eaux profondes. Mais sur le plateau continental russe, on forme des eaux qui vont se situer, on appelle le cold incline layer, juste sous la couche de surface, puis au-dessus des eaux atlantiques. Donc, lorsqu'il y a convection, ces eaux-là, vous voyez la température, ici, le sel augmente, c'est ce qui définit le mixed layer, la couche limite. Mais sous la couche limite, les eaux restent au point de congélation, puis c'est juste en dessous où est-ce que la température augmente. Donc, lorsqu'il y a convection aussi à la surface, on convecte avec des eaux qui sont aussi froides que celles de la surface, il n'y a aucun flux de chaleur implicite. Et puis ça, c'est la différence entre former une couverture de glace pérenne versus former une couverture de glace saisonnière. Si on regarde en Antarctique, il y a des choses un peu similaires qui se passent. Ici, on voit le plateau continental. Ici, il y a la masse de glace sur la Terre. Il y a les vents catabatiques qui descendent le long de la calotte glaciaire, poussent les glaces vers le large. Donc, ici aussi, hein, il y a des zones de glace qui sont toujours les polynies. Beaucoup, beaucoup de rejets de sel. Okay? Puis, qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a tellement de rejets de sel que ces eaux-là, elles, vont former des eaux profondes. Hein? Ils n'iront pas là, se situer. Elles n'iront pas là, se situer ici, là, sous la couche limite. Pourquoi? Parce qu'on part avec des salinités beaucoup plus élevées. Puis on rajoute du sel, donc là, on a des salinités très, très, très élevées, assez élevées pour former des eaux profondes. Donc, c'est la raison pour laquelle en Antarctique, hein, tout ce qu'on voit, c'est une couverture de glace saisonnière. En gros, en Antarctique, il y a la fonte des glaces. Ça fait une couche très peu salée à la surface. Quand l'automne arrive, on forme des glaces, on élimine cette petite couche-là. Puis dès qu'on a éliminé cette couche-là, ça prend environ 1 mètre de glace pour faire ça. Dès qu'on a fait ça, la prochaine formation de glace rejette du sel, convecte,
mais la convection ramène autant d'énergie océanique à la surface que ce qu'on a perdu à la surface vers l'atmosphère. Donc, en fin de compte, tout ce qu'on fait, la couverture de glace reste à la même épaisseur. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on ventile l'énergie océanique à travers la couche limite, à travers la glace, à l'atmosphère. OK? Donc, puis, ça veut dire qu'à 1 mètre, on est plafonné. Arrive le printemps, ben, on fond 1 mètre facilement. Mais en Arctique, on fond 2 mètres et demi, 3 mètres de glace. Puis en été, ben, on en fond 1 mètre. Donc, il reste des glaces à la fin de la période de fonte. OK. Donc ici, c'était en Arctique, en été, puis, non, excusez-moi, en hiver et en été. OK? Donc, je vous parlais de 2007. Hein. On voit ici, il y a un déclin, il y a une variabilité énorme. Mais si je cache un peu cette partie-là de la figure, hein, on voit un déclin, mais c'est pas énorme, il y a une grande variabilité. Arrive 2007, vous voyez ici, là, il y a vraiment eu un saut là, assez énorme. Et depuis ce temps-là, on est quand même assez stable. 2012, c'était encore pire, plus retiré que 2007, mais c'est assez stable ici. Ça, c'est une partie qui est assez intéressante. À Boulder, Colorado, avec le Community Resistant Model, ils ont fait 100 simulations. 50 sans les feux de forêt en Amérique du Nord, OK, durant les étés. Puis 50 simulations en incluant les feux de forêt. Puis ils se rendent compte que ça ici, c'est un signal forcé que la plupart des modèles représentent. C'est fonction des aérosols qui sont rejetés lors des feux de forêt, qui se trouvent aller en Arctique, puis qui gardent l'Arctique plus froid que le normal. Donc, en fin de compte, ce signal-là, ici, ce n'est pas de la variété naturelle. Là. La plupart des modèles là, ont un plateau ici. Donc, on peut s'imaginer hein, un autre perfect storm, hein, en disant qu'on a 5 ans sans feu de forêt en Amérique du Nord. Ben, tout le carbone CO2 accumulé durant ces années-là, maintenant, on n'a plus l'effet refroidissant des feux de forêt. Donc, on peut s'imaginer que tout d'un coup, on pourrait avoir un autre déclin rapide. Puis, on s'attend à ce que l'Arctique pourrait devenir libre de glace en été dans quelques années, une décennie ou 2 décennies. C'est vraiment quelque chose qui est sur le bord d'arriver maintenant. En hiver, il y a un déclin, il est significatif, mais il est beaucoup moins important. En hiver, ce qui est important, c'est les flux de chaleur océaniques. Okay? Donc, en fin de compte, c'est ce qui fait qu'en hiver, on peut avoir un pack qui est un peu plus retiré ou un peu moins retiré. Donc, on voit que les eaux se réchauffent, les glaces se retirent, mais c'est vraiment en été qu'on voit le plus grand signal. Bon, je fais un parallèle avec l'Antarctique, juste pour ça, c'est une anomalie de glace de 79, quand on a commencé à prendre des mesures avec les satellites, jusqu'en 2020. Donc, vous voyez l'Antarctique, hein, il y avait même une tendance positive, mais récemment ici, là, il y a vraiment un déclin, on voit vraiment des grands changements ici. Tandis qu'en Arctique, bon, ça a toujours été des grands changements. Donc, ici, bon, pourquoi ça augmentait? Il y a des gens qui disent que c'est juste de la variabilité naturelle. Si on fait une simulation de 1000 ans, contrôle CO2 constant, il y a des périodes de 30 ans dans ces 1000 ans-là qui vont avoir des tendances positives similaires. Donc, il n'y a rien de, 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 de difficile à expliquer là-dedans. D'autres vont dire que c'est les vents qui ont changé, puis c'est le courant, le ACC qui s'est éloigné de l'équateur, puis qui fait que les glaces peuvent prendre plus d'expansion. Donc, il y a plusieurs théories, mais en fin de compte, maintenant, ça semble un peu être, on s'y intéresse beaucoup moins. Ce qu'on s'intéresse maintenant, c'est vraiment le déclin des glaces beaucoup plus tôt au printemps là, en Antarctique. C'est qu'on commence à avoir des grands changements en ce moment. Ça, c'est une animation de l'âge des glaces. Donc, avant de la faire partir, on a des images satellitaires. On peut regarder une image aujourd'hui, une image demain. On regarde la différence entre les deux, puis on peut arriver à déterminer la vitesse des glaces en tout point en Arctique, juste en faisant des corrélations. Si on voit un lead à un endroit, puis on le voit le même lead 100 km plus loin 2 jours plus tard, on sait que cette pièce de morceau de glace-là a parcouru 100 km en 2 jours. On peut dériver une vitesse à partir de ça. Donc, on a des données de bouée, on a des données satellitaires. Puis lorsqu'on n'a pas de données de bouée ni satellitaire, on prend un estimé en fonction des vents. On connaît les vents, puis on dit la vitesse des glaces va être 2 des vents. C'est ce qu'on appelle le free drift. Okay? Donc, on a une banque de données maintenant de vitesse de glace tous les jours, de 79 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a une glace qui se forme, on met un traceur, okay? Puis on le suit. Avec les vitesses, on le suit en lagrangien. Puis après 1 an, on lui donne 1 an de plus d'âge. Puis on peut arriver à déterminer c'est quoi l'âge des glaces en Arctique
Donc 5 ans et plus en rouge, hein, ça c'est en 60 et en 81. Donc on voit tout l'Arctique, hein, est peuplé de vieilles glaces, donc c'est un peu comme un proxy pour l'épaisseur. C'est juste les glaces périphériques qui sont très jeunes, donc ils vont fondre. Oui. Ah, excuse-moi. Non, mais OK. plus 5 ans et plus, mais c'est quoi le maximum? Qu'est-ce qui fait que c'est juste ça? Ce trajet-là prend environ 10 ans. Mais tu peux rester pris comme ça ici de même pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, l'âge moyen d'une glace antique, c'est 10 ans. Mais ça peut varier entre 0 et 50, 60 ans. OK? OK. Donc là, vous pouvez regarder le calendrier ici, 1985-86, c'est un peu pâle, mais on voit la tire de Beaufort, on voit le courant des rives transpolaires qui amène les glaces à l'est du Groenland. Et on voit aussi surtout la zone de vieille glace diminue énormément. On est rendu maintenant en 2003. Ça va s'arrêter tout bientôt. Donc, vous voyez, on a passé une couverture de glace où est-ce que la plupart des glaces avaient 5 ans et plus partout en Arctique. Maintenant, il reste des vieilles glaces au nord de l'archipel. Il y a des glaces de 3 ans ici, 2 ans. Donc maintenant, on comprend pourquoi est-ce que ces zones-là de l'Arctique, maintenant, d'année en année, sont toujours libres de glace. C'est des glaces de première année, deuxième année peut-être. Okay? Donc, ils sont beaucoup plus minces, beaucoup plus faciles à fondre. OK, donc il y a deux choses qui sont responsables pour ce déclin-là. Il y en a un, c'est plus variabilité naturelle du système, puis l'autre, c'est vraiment plus forcé. On va voir ça ici. OK. OK. Donc, à la fin des années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une tendance pour une NAO positive, hein, le North Atlantic Oscillation. Les gens en parlaient beaucoup. Il y avait un trend positif. Puis vers le début des années 90, fin des années 80, c'est là où est-ce que la NAO était le plus positif. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque la NAO est positive, ça veut dire que les tempêtes pénètrent très profondément en Arctique. Puis le système de haute pression arctique, lui, il est confiné en Arctique de l'Ouest, puis il est beaucoup plus réduit. Donc, ça veut dire que les tempêtes qui pénètrent loin en Arctique de l'Est, hein, le vent cyclonique, ça veut dire qu'ils vont chercher les glaces de l'Arctique central vers le détroit de Fram. Puis ils sont libérés de beaucoup de vieilles glaces durant la fin des années 80, début des années 90. Donc, ça, c'est plutôt un cycle naturel. On le voit dans des control run simulations. Il y a des moments où est-ce que la NAO est plus positive. On perd en volume. Mais 10, 20, 30, 40 ans plus tard, hein, c'est le timescale qui se prend pour refaire des glaces épaisses, les glaces reviennent. Mais lorsqu'on a un signal qui est forcé, maintenant, dans les mêmes simulations, lorsqu'on augmente le CO2, lorsqu'il y a une variabilité naturelle comme ça associée avec une NAO beaucoup très positive, le système, lui, il ne s'en remet pas. Donc, il reste dans un état qui est beaucoup plus, avec beaucoup moins de glace. Puis, un deuxième phénomène qui est maintenant qui agit très fortement, c'est que depuis 2007, cette région-là de la glace, cette région-là de l'Arctique est libre de glace. Ça veut dire que l'agir de Beaufort, qui recirculait des glaces pérennes très épaisses du nord du Canada, et qui peuplait toute l'Arctique, maintenant, il y a un court-circuit. C'est-à-dire que maintenant, on a avec des glaces très épaisses, elles fondent, puis après ça, on réinjecte des glaces très minces de première année dans l'agir de Beaufort. Donc, ce système-là, c'est ce qui fait que les glaces ont beaucoup perdu en âge dans les dernières années. Fait que ça, c'est deux mécanismes différents qui expliquent l'amincissement des glaces, puis la perte d'âge des glaces. Donc ici, je disais, c'est un peu surprenant, hein, parce que ça, c'est les glaces les plus épaisses qui s'en vont ici dans la mer de Beaufort, de Chukchi. C'est dans cette région-là où on voit le plus grand déclin des glaces. Donc ça, c'est pas très intuitif. On ne s'imagine pas, nous, dans la communauté, les gens disaient, oui, il y a des courants chauds qui arrivent du Pacifique, mais c'est des eaux plus salées. Elles vont trouver leur niveau d'équilibre sous la couche de surface. C'est bien stratifié. Pas trop de mélange vertical. Cette énergie-là va rester en dessous. La glace n'en souffrira pas du tout. Okay? Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas si simple que ça. Les eaux Pacifiques, lorsqu'elles arrivent en Arctique, en partie, elles peuvent rester en surface. Puis sinon, elles vont être à 60, 100 mètres. Elles vont être directement sous la couche limite. Donc, lorsqu'il y a convection, lorsqu'il y a mélange dans la couche de surface,
on se trouve à créer beaucoup de fonds dans cette région-là. Donc ça avait mis un peu, la plupart des gens disaient non, 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 c'est impossible, les océans ne peuvent pas jouer un rôle là-dedans. La plupart disaient non, 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 c'est vraiment l'atmosphère, c'est l'albédo, c'est les malpons. Mais là, maintenant, on ne peut plus nier, les océans jouent un rôle important là-dedans. Ben, j'allais te poser cette question-là. L'interaction entre, étant donné que cette gère-là maintenant a accès à de l'eau plus chaude, oui. Et puis l'interaction avec l'atmosphère, donc vous avez regardé aussi les conditions atmosphériques moyennes dessus cette gère-là. Oui, oui. Mais je veux dire, quel est l'impact d'avoir moins de glace? Ben, c'est sûr que au printemps, ça va prendre plus de temps avant que les glaces reviennent. Okay? Donc, ça va avoir un impact sur la circulation atmosphérique au-dessus et tout. Donc, c'est sûr que le système est couplé ici. Une interaction les deux. Entre les deux. Oui. Puis les gaz plus minces voyagent plus vite, hein, parce qu'ils offrent moins de résistance au même vent, à la même traction des vents. Donc, si les glaces vont plus vite, elles créent plus de mélange. Si elles créent plus de mélange, elles vont chercher cette énergie en dessous. Donc, il y a beaucoup de feedback positif là, qui fait que c'est dans cette région-là où on voit les plus grands changements. Puis les évidences qu'on a, les images régulières qu'on voit là, qui montrent qu'il y a une interaction océan-glace. Là, ici, on est juste au nord de l'Alaska. Okay, donc, ça ici, c'est l'Alaska. Ça, c'est les eaux Pacifiques chaudes qui rentrent en mai, juin, juillet. Il y a un canyon ici, donc le long du canyon. Ça, ici, elle forme un courant côtier là, le long du plateau continental. Puis, il y a des instabilités, il y a des filaments, des hélices qui se séparent. Ça, c'est des images satellitaires. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est la surface. OK? Donc, on ne parle pas d'eau salée qui vont trouver leur niveau d'équilibre à 60 mètres. Hein. Donc, ça, c'est un filament d'eau chaude à la surface, okay? Qui pénètre très profondément en Arctique. Donc, il y a un contact direct avec la glace de mer. Donc, cette glace pérenne-là là, qui arrive du nord du Canada, qui est avec dans cette région-là, est en contact direct avec cette source d'énergie-là. C'est bizarre parce que ça ici, il y a 10 fois moins d'énergie qui rentre ici qu'il y en a du côté nord-américain, du côté atlantique. Sauf que dans cette région-là, les eaux arrivent sur un plateau continental très, 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 très large. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent interagir directement avec la glace de mer. Puis, elles peuvent former des courants côtiers, puis encore une fois, interagir avec la glace de surface. Du côté de l'Atlantique, les eaux atlantiques, ils vont à 300 mètres, ils interagissent très peu avec la surface. Puis ceux qui montent sur le plateau continental de la mer de Barents, la mer de Barents, elle est déjà libre de glace. Donc, on ne peut pas vraiment avoir un grand impact. Il n'y a déjà pas beaucoup de glace dans cette région. On l'a déjà perdu. Puis ici, c'est la figure que j'ai vue pour Juliette. Ça vient de son article de maîtrise. Mais vous voyez ici, dans les années 70, en rouge pâle, donc ça, c'est la température en fonction de la profondeur. Okay? Donc, ça ici, c'est la zone où est-ce qu'on voit les eaux du Pacifique. Donc, dans les années 70, il y avait une source de chaleur, oui, en profondeur, mais dans les années récentes, 2000, on voit un pic de température beaucoup plus important. Okay? Donc, il y a il y a un réchauffement important des eaux Pacifiques juste sous la couche de mélange dans le Pacifique. Pas chic ça. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Sandrine Production. En gros, on a fait ça parce que ça ici, ce que je montre, c'est bon, il y a eu le Community Earth System Model Large Ensemble. Ils ont fait 100 simulations dans ce programme-là. Ce qu'on regarde ici, c'est qu'on regarde deux simulations, entre autres, où est-ce que le déclin des glaces est très similaire à celui observé. Celui observé, c'est en rouge. Celui qui est simulé, c'est celui qui est en bleu et en vert. Ce qu'on voit, c'est que dans certaines simulations, ça commence à décliner, puis ça continue. Donc, 10, 15, 20 ans plus tard, il n'y a plus de glace. Hein, il y a une glace saisonnière en Arctique. Saisonnière, hein, on parle de 1 million, 1,5 million de kilomètres carrés de glace en Arctique. Il y a d'autres simulations où est-ce que la glace revient. Puis on voit cette année-là, elle revient à un niveau qui est similaire à celui des années 80, celui des années 70. Okay? Puis après ça, hein, il y a un collapse complet, là, il y a vraiment une perte de glace, puis après ça, la glace, l'océan Arctique devient libre de glace, mais 20-30 ans plus tard. On a fait ça parce qu'on se disait, l'année prochaine, il pourrait y avoir des glaces qui sont étendues autant que dans les années 80. Les gens pourraient dire, hein, les changements climatiques, ça n'existe pas, les scientifiques qui parlent de changements climatiques. Ce qu'on voulait montrer ici, avec cet article-là, c'est que la variabilité est énorme lorsqu'on est en zone de transition entre une glace pérenne et une glace saisonnière. Quand on a une glace pérenne, on ne peut pas avoir d'anomalie positive parce qu'il y a le continent qui nous limite. Quand on a une glace, quand on n'a plus de glace, ben, on ne peut pas avoir une anomalie négative parce qu'il n'y a plus de glace.
Dans la transition entre les deux, on peut avoir une anomalie positive parce qu'il y a de la place pour prendre l'expansion, puis on peut avoir une anomalie négative parce qu'il y a de la glace présente qu'on peut perdre. Donc, tout ce qu'on voulait montrer ici, c'est qu'il peut y avoir des chemins très, très, très différents. Puis on voulait écrire cet article-là avant que la réalité le montre, parce que juste que si jamais on voyait un regain des glaces dans les années à venir, ça n'a rien à voir avec le réchauffement de l'Arctique qui n'a pas lieu. On s'attend à ça. Mais ça pourrait aussi être que, bon, on perd des glaces puis on n'aura jamais de regain, mais ça, c'est tout aussi probable que cette simulation-là. Puis, donc ici, je montre un peu c'est quoi ça ici, c'est la simulation où est-ce que le déclin continue. Donc, ça passe de la ligne noire ici, c'est le minimum des glaces, à la ligne blanche. Ça, c'est des conditions de glace qui sont similaires à 2007, 2012. Puis, ici, 23 ans plus tard, on est à la ligne verte ici, donc on a une couche de glace saisonnière. Donc, ça, c'est un scénario. Un autre scénario ici, c'est où est-ce que les glaces sont très étendues, la ligne noire ici. Elle diminue, la ligne verte, un peu comme dans les années 2007-2012. Puis, dans le futur, hein, elles reprennent. Dans le futur, ici, elles passent. Bon, ici, le vert est noir, je m'excuse, mais elles passent du noir, puis elles reprennent de l'expansion vers le vert ici. Donc, elles reprennent de l'expansion. Et après ça, 9 ans plus tard, elles passent d'une couverture de glace similaire aux années 80 à un article libre de glace en l'espace de 9 ans. Donc, on pourra observer des changements extrêmement rapides en Arctique dans très, 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 très peu de temps. Puis ça pourrait arriver dans les années à venir ou dans les 2 décennies à venir. Mais il y a des feedbacks négatifs aussi. Hein. Pourquoi est-ce que les glaces prennent de l'expansion comme ça? Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a regardé 2012. Ça, c'est l'image satellitaire 2012. En mauve, c'est la climatologie. Donc, c'est là où est-ce que les glaces devraient être selon les années 80-90. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des traceurs partout. Hein. On a peinturé, en fin de compte, en noir, là, toute la bordure des glaces. Hein, on a mis des traceurs. Après ça, on a suivi ces traceurs-là un an de temps jusqu'à la période de fond, la fin de la période de fond de l'année d'après. Donc, la bordure des glaces ici, okay, elle est rendue ici en bleu. Donc, on remarque ici, là, ici, c'est la gire de Beaufort. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est plus vers le sud. Ici, c'est la gire de Beaufort qui remonte vers le nord. Donc, on voit un peu, là, ça, c'est les glaces ici. Ça, c'est ces glaces-là ici qu'on voit. Mais l'année d'après, il y avait toute cette région-là ici. Donc, ça, c'est des glaces nouvelles de première année qui ont survécu la prochaine année de fonte, la prochaine été de fonte. Donc, il y a des feedbacks qui sont négatifs aussi parce qu'on s'imagine, hein, s'il n'y a pas de glace, il va y avoir des pertes de chaleur énormes, une formation de glace énorme. Donc, on va essayer de rattraper le temps perdu. Donc, on peut former 2,5 mètres, 3 mètres de glace dans un été. Mais c'est un peu trompeur, hein, parce que ça ici, c'est très, très, très étendu. Mais si on allait mesurer, puis si on allait driver, puis faire un trou dans la glace, peut-être qu'on se rendrait compte que la glace fait 50 cm, peut-être qu'on a formé 2,5 mètres de glace, on en a perdu 1,5 mètre, 2 mètres. Donc peut-être que ça va 30, 40, 50 cm de glace. Donc c'est trompeur, c'est très étendu, mais en épaisseur, c'est vraiment fragile. Un autre feedback qu'on parle un peu moins dans la communauté, c'est ça rapporte avec les nuages. En Arctique, les nuages sont souvent des nuages de glace. Okay? Donc, ces nuages de glace-là, lorsqu'ils ont un effet de serre qui est très, très, très faible. Hein, la Terre émet des radiations, ça passe à travers les nuages, puis il y a très peu d'absorption et de réémission. Maintenant, avec le réchauffement de l'atmosphère, de plus en plus, on voit des nuages liquides. Puis ceux-là ont un effet de serre extrêmement grand. Fait que, en fin de compte, quand on parle de changement climatique en Arctique, on a toujours l'impression que ça fond, mais je pense que tout aussi important, c'est qu'il y a beaucoup moins de glace qui se forme en hiver. Parce que les nuages sont de plus en plus liquides. Un nuage liquide au-dessus de la tête, hein, quand on était à Chiba, on prenait des mesures de long wave radiation, donc des radiations. Puis des fois, on voyait que les radiations nettes étaient zéro, on se levait la tête, puis il y avait un nuage qui venait de passer au-dessus de notre tête. Donc, la quantité d'énergie qui est réémise vers le bas, hein, il y a une inversion. Il y a un nuage qui absorbe, qui réémet vers le bas. Donc, ce qui est perdu par la surface, c'est exactement égal que ce qui arrive d'en haut vers le bas. Donc, une couverture nuageuse avec des nuages liquides, ça fait qu'il y a très peu d'énergie qui est perdue de la surface. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de formation de glace en hiver. Okay? Puis ça, on le voit dans le modèle CCSM3. On voit la température de l'air. Ici, sur le Cloud Liquid Water Path, c'est la quantité d'eau liquide dans nos nuages.
Ça ici, c'est l'endroit où est-ce que le modèle a simulé un déclin très rapide des glaces. Puis lorsque la température de l'air augmente, la quantité d'eau dans le nuage a augmenté. Puis lorsqu'on regarde ici l'impact que ça a sur les longues longueurs d'onde, donc on voit ici l'augmentation des longues longueurs d'onde, qui sont au moins aussi grandes, sinon plus grandes que l'augmentation de l'énergie solaire absorbée à la surface, parce que euh, lorsque ça fond en Arctique, la surface devient grise. Lorsqu'elle devient grise, l'albédo change. Lorsque l'albédo change, l'absorption du rayonnement solaire est plus élevée. Donc, ça, c'est le CIS albedo feedback. Mais on voit, hein, ça, c'est ce qu'on voit ici, mais on voit que celui associé au nuage peut être au moins aussi important. OK? Donc, il y a peut-être eu une exagération dans ce modèle-là parce que il avait fait une paramétrisation basée sur les données Shiba, puis ils se sont rajustés par la suite. Mais il reste que même dans les modèles plus récents où ils ont corrigé ce biais-là, l'effet des nuages, la phase des nuages est vraiment importante. OK, conséquences. Moi, j'avais quelques slides sur les conséquences. Celle-là, ici, c'est le moyen de glace. Plus les vents le fetch, comment on appelle ça en français? Le fetch. Bon, OK, donc plus le fetch est grand, plus les vagues sont grandes. OK? Là, les eaux sont chaudes parce qu'ils sont exposés au rayonnement solaire. Donc, on s'imagine si on a une côte, si on a une région côtière, où est-ce qu'il y a du sédiment très, 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 très fin. OK? Donc, il y a une vague qui arrive. Ça fait fondre le pergélisol de la côte. Ça libère le sédiment très, très fin. Mais il est tellement fin qu'il ne tombe pas au fond. Lui, ce qui fait, c'est qu'il se retire. Puis la prochaine vague peut aller faire fondre plus de pergélisol, plus de rejets de côte. Puis il peut y avoir des retraits de côtier de 19 mètres par année. Donc, c'est énorme. Certains endroits, il va y avoir des boulders qu'on appelle, hein. Il y a des cailloux. Donc, en fait, quand on fait fondre le pergélisol, il y a du sédiment aussi, mais il y a des cailloux. Ces cailloux-là tombent, puis ils forment un peu comme une barrière de corail, hein. Donc, la prochaine vague, elle va se casser là-dessus plutôt que d'aller manger de la glace plus profondément là, dans la terre. Donc, là, cette côte-là, elle va être protégée. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits en Arctique où est-ce que c'est du sédiment fin qui est fixé dans le pergélisol, puis il y a des retraits côtiers qui sont extrêmement grands. Ça, c'est une animation. Hein, si c'est une caméra, c'est time-lapse, puis la caméra ne bouge pas, elle. Ça, c'est juste quelques mois là, en été. Là. Oui, vous voyez, ça, c'est quand même, hein, ça se passe au période de semaine. Il y a des villages hein, qui sont relocalisés. Souvent, ils se relocalisent pas très loin de la côte parce que c'est leur gagne-pain à la côte. Là, ils vont pêcher et tout. Donc, il y a des relocalisations. Il va y avoir d'autres relocalisations. Tuktoyaktuk, c'est affecté. Sur la côte alaskane aussi, là, il y a plusieurs communautés là, qui ont soit été relocalisées ou qui vont être relocalisées. Donc, c'est sûr que c'est un effet assez important dans ce point-là. Ça ici, je montrais ça parce que le 15-20 ans, on avait fait une conférence, on a invité des ingénieurs, des politiciens et tout. Puis il y avait un politicien qui travaillait avec nous puis qui disait les politiciens, ils comprennent les services. En quel service est-ce que la glace rend? Puis c'est le langage qu'ils comprennent. Donc, on avait fait ce slide-là juste pour montrer. En gros, un des services de la glace, c'est de réfléchir le rayonnement solaire vers l'atmosphère. Le service qu'elle nous offre, c'est 0,5 degrés de refroidissement. Ça veut dire que sans ça, la Terre se réchaufferait de 0,5 degrés supplémentaires si on n'avait pas le déclin des glaces en Arctique. Donc, c'est un peu de mettre ça dans des termes où est-ce que les politiciens peuvent peut-être mieux comprendre pour pouvoir les forcer à agir. Mais bien sûr, bon, ils n'ont pas agi beaucoup, là, mais... Euh, bon, ici, si l'Arctique hein, se libère de ses glaces, ça veut dire que il y a les tempêtes qui montent vers le nord, évaporation de la surface. Donc, s'il y a moins de glace, plus d'évaporation. L'évaporation, ben, c'est le fuel pour ces tempêtes-là. Ça veut dire que ces tempêtes-là amènent de l'énergie au nord. La glace de terre qui est tout proche
en Antarctique ou en Arctique, hein, il y a en fait, compte, ça augmente la fonte de la glace de terre. Celle-là va avoir un effet sur le rehaussement des niveaux de mer. Donc, c'est un des impacts indirects là, des pertes de glace en Arctique là, sur le continent. Donc, ça, non, je n'irai pas vers ça. Je pense que j'ai pas mal. Je pense qu'on va laisser le temps pour les questions. Donc, merci Bruno, c'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? David. Bruno, est-ce qu'il y a une signature hydrologique dans le bassin eurasien, comme la fonte des neiges sur le continent va relâcher le plus gros douce, surtout au printemps, le gros volume va être là. Est-ce qu'on voit une signature dans la salinité de l'eau, donc la génération de glace, à ce moment-là, ou c'est trop faible comme effet? Tu veux dire qu'il y a un changement dans la saisonnalité, hein, les glaces, la neige fond plus tôt sur le continent, donc le plus d'eau douce arrive plus tôt. Sans même changement climatique, là, juste l'état stationnaire, est-ce qu'on voit au printemps, lors de la fonte de la neige, Oui. une accélération du taux de création de glace de mer? La fonte de neige arrive au printemps. Donc, ça veut dire que ça va plutôt créer le début de la fonte. Parce que lorsque les rivières vont devenir de plus en plus lumineuses, ils vont transporter beaucoup plus d'eau. Puis ça ici, quand ça rencontre une plaque de glace qui est assez stagnante, là, le niveau d'eau, ça va changer, ça va la mettre en torsion, en tension. Ça va commencer à se casser. C'est ça qui initie le début de la fonte. La dynamique est plus forte à thermo dans ce cas-là. Oui. OK, merci. Oui. Mais si ça arrive de plus en plus tôt, à cause des changements climatiques, on s'attend à ce qu'on perde des glaces plus tôt. Puis ça, plus tôt, ça veut dire quand le soleil est plus haut au-dessus de l'horizon. Puis là, il peut y avoir un feedback avec l'ensoleillement aussi. Donc, le timing est important parce que si on perd des glaces en juin, lors du solstice, ça a beaucoup plus d'impact que lorsqu'on perd des glaces en août quand le soleil est déjà bas sur l'horizon. Donc, plus ça arrive tôt, plus ça a un impact. Je vais avec une question en ligne. Après, Vas-y, je vais en revenir ligne. à toi. Oui. En fait, une question de Edieu. Edieu, est-ce que vous voulez poser votre question vous-même? Vous pouvez vous démuter. Oui, Oui, on vous entend. oui, en fait, ma question c'était, est-ce que vous aurez des données de projection de la glace de mer comme indicateur? Oui, dans un horizon moyen 2050, par exemple. Pour l'océan Atlantique, pas l'Arctique, hein, pour l'océan Atlantique, par exemple, le golfe Saint-Laurent, dans cette région-là, données de projection de la glace de mer. Oui, mais j'ai partagé ça avec Pierre, parce que Pierre me l'avait demandé, mais je trouvais que ça ne fitait pas trop avec ma présentation maintenant. Ce qu'on voit dans le Golfe, on voit un peu une diminution de la variabilité. En Arctique, ce qu'on voit, c'est que variabilité importante. Dans la transition vers un article de glace, la variabilité augmente d'année en année, puis après ça, elle diminue encore lorsqu'il y a très peu de glace. Dans le golfe du Saint-Laurent, on est comme déjà dans cette phase de transition-là où est-ce qu'on a vu de la variabilité très, très, très élevée, puis maintenant, récemment, on voit de la variabilité qui est réduite. Parce qu'il y a de moins en moins de glace, donc il y a de moins en moins de place pour cette variabilité-là. Donc, je n'ai pas de projection, mais on pourrait les faire, mais j'ai des observations. Je les ai partagées avec Pierre, puis je pourrais les partager avec vous aussi. Je vous les enverrai. Vous allez voir une carte des glaces dans le golfe du Saint-Laurent, l'étendue maximum des glaces depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les projections, ça, on pourrait les faire avec un modèle climatique à très haute résolution à laquelle on a accès. Puis ça, si vous me donnez quelques semaines, je pourrais vous envoyer une figure. En fait, ce que j'ajouterais, quel est le poids d'indicateur entre glace de mer et élévation du niveau de la mer? En termes d'élévation du niveau de la mer, dans l'érosion, pour l'érosion côtière, par exemple. Oui, ben, c'est un peu des échelons qui sont un peu différents. La glace de mer va réagir plus rapidement que les rehaussements du niveau marin. Donc, en fait, on s'attend à ce que les glaces disparaissent plus tôt. Mais lorsque les glaces disparaissent, c'est la glace de terre qui embarque. Maintenant, les pertes la contribution au rehaussement des niveaux marins des glaces de terre a surpassé celle des glaciers de montagne, maintenant, dernièrement. Donc, ça devient de plus en plus important. Donc, ça ici, ça va être dans des décennies, plutôt vers la fin du siècle, où est-ce qu'on va commencer à avoir des
des effets plus importants là-dessus. Là. Hélène? Moi, Merci. c'est à propos du feedback des aérosols, des feux de forêt, parce que il y a personne dans le monde qui est optimiste par rapport à ça. Là, ça flambe de plus en plus partout, tout le temps. Est-ce que, bon, là, la cause, c'est super intéressant, la cause là, dans la perte de glace. Par contre, est-ce qu'il y a des apports de suivi sur la glace qui est plus vieille ou sur le Groenland qui, là, jouerait aussi dans la fonte, l'apport d'eau douce? Puis, C'est du climat qui disait c'est ça, hein, c'est la suie, puis ça explique tout. Mais la plupart des gens qui ont regardé ça, c'est un facteur assez négligeable. OK. Donc, c'est un peu comme le Clean Air Act dans les années 70. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu un hiatus aussi là, dans le réchauffement global dans les années 50-70. Puis tout d'un coup, on s'est mis à enlever les aérosols dans l'atmosphère puis à déployer un peu notre production d'énergie. Puis après ça, il y a eu les températures ont continué à augmenter. C'est un peu le même principe. Si jamais il y a des années sans feux de forêt, on s'imagine qu'on pourrait vivre la même chose. Mais si les feux de forêt continuent, ben là, ça sera toujours un feedback négatif par rapport au réchauffement. Donc, un contrepoids jusqu'à cette année-là où est-ce qu'il n'y aura plus ce contrepoids-là. Hein, ça peut arriver une année plus humide, plus mouilleuse. Donc là, pouf, on pourrait perdre des glaces. Donc, c'est marginal. Oui, je pense que c'est ce que les études montrent. Merci. D'autres questions à la salle? Parle. Oui, c'est pourquoi on regarde plus l'étendue de la glace à place du volume de glace? Mais parce qu'on les voit avec les satellites. Oui. Les volumes, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un modèle océan glace, on fait une réanalyse, un peu comme ERA, là. Puis on roule le modèle, puis on fait de la simulation de la concentration de glace, de l'étendue. Donc le seul degré d'éternité, maintenant, c'est l'épaisseur. Mais même à ça, il y a encore des biais, mais c'est ce qu'on appelle, nous, les observations. Donc, PIOMAS fait ça là, à l'Université de Washington. Fait qu'on a des données de volume. Comme là, j'ai montré, on a perdu environ la moitié de la superficie de la glace de mer, mais on a perdu 75 du volume. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant de regarder le volume, mais on s'y fie moins. On s'y fie plus depuis qu'il y a des organismes comme le PIOMAS là, qui font des données comme ça. Mais c'est pour ça là, on a toujours regardé plus les étendues de glace. Même pas la surface, on regarde l'étendue, on regarde 15 de glace et plus, on dit que c'est 100 Non. Parce qu'il y a des erreurs aussi là, sur les concentrations là, de 10, 20, 15, 30 mais la bordure des glaces, elle est super bien définie. Donc, on détecte la bordure des glaces, puis on se dit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça le monitoring, c'est la Sea Ice Extent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bordure des glaces. Deux. Oui, vas-y, question rapide. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé super intéressant. C'était super bien organisé. Merci. Et je vois aussi dans la présentation, vous voyez qu'il y avait beaucoup de constats qu'on peut tirer pour les décideurs. Je me demandais si à ce niveau-là, la synthèse de ces résultats avait quelque part une forme de synthèse pour les décideurs. Synthèse pour étudiants? Ben, pas pour étudiants, mais si on pouvait tirer des conclusions, Il y a des fois, on publie des articles qui sont plus general public, comme avec Madeleine, on a regardé un peu c'est quoi le last ice area, les projections dans le futur. Donc, ça, c'est un article Communication dans Nature. Donc, ça, c'est beaucoup plus accessible et tout. Sur le déclin rapide, on a publié aussi dans GRL, là, avec plus public, là, general public, mais non, j'ai jamais fait là, mes étudiants. Ben, pour la première fois, je commence à enseigner un cours là, sur l'océanographie, puis là, je peux donner une partie article. Mais avant, on m'avait jamais demandé de donner ce cours-là, puis là, maintenant, il s'offre depuis quelques années, donc on le donne, mais j'ai pas d'écrit qui va faire un résumé de tout ça, sauf dans les PCC, hein, ils vont faire un état des glaces dans le Nord, puis ils vont parler de choses similaires. Peut-être pas dans les mêmes termes, parce que moi, j'ai peut-être un biais aussi sur nos études à nous, là. Mais en gros, si c'est des choses qui t'intéressent, on va donner le cours encore en septembre prochain. C'est juste 4 périodes. En milieu de semestre, on va parler de la glace en Arctique. Je pourrais vous inviter. Ouais, je regarde Cécile, il reste 2 questions en ligne. Est-ce que j'ai le temps de les faire poser, Cécile et Adèle? Ça va?
Béliana, veux-tu poser ta question? Non? Martin, tu peux y aller en attendant. Oui, merci. Merci Bruno pour la présentation. Je me demandais, tu as mentionné l'événement NAO positif très fort dans le début des années 90. Puis une NAO positive, bon, c'est associé à une anomalie négative de température dans cette région-là. Mais là, tu as parlé qu'il y avait eu, à cause de la circulation, bon, certaines glaces qui avaient été évacuées de la zone. Puis je me demandais si ça, là, justement, si tu évacues des glaces, est-ce que ça a eu un effet sur l'albédo? Puis contrebalancer, si on veut, un refroidissement? Euh, Bon, on a perdu des glaces épaisses, mais on n'a pas beaucoup perdu en étendue, hein. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les glaces qui sortaient par le détroit de Fram, plutôt que d'être des glaces en bordure là, du pack ice près de la mer de Bering, c'était plutôt des glaces qui étaient au nord de l'archipel arctique canadien qui sortaient par le détroit de Fram. Donc, en gros, c'était juste la région source des glaces qui sortaient par le détroit qui a changé. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a évacué des glaces plus épaisses. Mais en termes de superficie, que dans les années 80-90, on ne voit pas de signal de la NAO dans les superficies. On le voit dans l'âge des glaces à cause que la région source des glaces exportées a changé. OK. OK. Merci. Donc, je peux Parfait. poser la question maintenant? Le micro est Ah, correct. ben oui, vas-y. Oui, ben, je voulais juste, merci beaucoup pour cette présentation, excellent, vraiment. Moi, je m'intéressais un peu plus sur sur le Gulf Stream et l'effet sur la glace, puis l'effet de changement climatique sur ces relations entre le fond de glace et le Gulf Stream. Oui. OK. Donc, il y a un réchauffement des eaux le Gulf Stream, le courant de dérive, le Nord-Atlantique, le North Atlantic Drift. Ce courant-là se réchauffe. On a des moorings, nous, tout le long de son passage, le long du plateau continental, puis on voit ce réchauffement-là. C'est pas un réchauffement qui est linéaire, hein, souvent, il va y avoir quoi de. Tout d'un coup, il va y avoir pas nécessairement il y a un réchauffement, mais souvent, c'est un épaississement de la couche d'eau chaude qui rentre en Arctique. On voit aussi là, la couche alcaline froide, elle devient de plus en plus mince. Donc, ces eaux atlantiques-là sont de plus en plus proches de la surface. Pas encore assez pour créer un impact énorme là, sur les glaces au-dessus, mais on pourrait s'imaginer que dans un avenir rapproché, même les eaux atlantiques pourraient avoir accès à la glace, puis affecter la couverture des glaces. Puis si on se met à ventiler cette énergie-là, ben, on perd la couverture de glace dans quelques semaines. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie en profondeur, là. C'est quelque chose qu'on commence à voir, mais on ne le voit pas encore. On le voit dans les mesures, mais c'est pas encore tel que ça a un effet là, sur l'étendue des glaces. Super. Merci. Merci, Bruno. On va. Merci tout le monde en ligne. À bientôt.